Allez les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question de Abdel qui m'a envoyé par email. Hop, je vous reprends la question ici à l'écran, comme ça vous la voyez bien. Donc Abdel m'a envoyé cet email il y a quelques temps en me disant: Salut Raphaël, j'espère que tu vas bien. Je suis abonné à ton service Club Dividende depuis quelques mois et j'en suis pleinement satisfait. Donc le Club Dividende, c'est un service dans lequel je vous envoie tous les mois mes positions en bourse. Je te contacte parce que j'aurai besoin de ton avis si tu as quelques minutes d'analyse à m'accorder. Ma mère possède un appartement de luxe qu'elle loue en location courte durée, donc en Airbnb et compagnie à Rome, en Italie, et d'une valeur de 600 000 euros. Elle souhaite ne plus s'en occuper parce qu'elle est âgée et voudrait prendre sa retraite. Ok. Je lui ai proposé de vendre et de profiter des dividendes. Selon mes calculs, 600 000 euros à 7% de dividendes de ton portefeuille égale 42 000 euros annuels. C'est un très très joli pactole. Donc en effet, c'est un très joli pactole. Je serais juste un petit peu plus conservateur sur la performance potentielle en calculant plutôt sur la base de 5%. Voilà, entre 5 et 7%, c'est à peu près ce que fait le portefeuille chaque année, uniquement sur les dividendes, sans prendre en compte bien évidemment les plus-values. Ce que je recherche en priorité, c'est moi, de mon côté, le dividende. Donc c'est pour ça que je ne parle que de la rentabilité sur dividende. Et donc si on applique 5 à 7% sur 600 000 euros, ça fait en effet potentiellement entre 30 000 et 42 000 euros. Donc 30 000 euros, ça reste une très jolie somme. On peut être rentier avec 30 000 euros par an qui tombent sur son compte en banque sans rien faire, en étant actionnaire d'entreprise qui te verse des dividendes. 30 000 euros par an, si on divise par 12, ça fait à peu près, voilà, on va le faire rapidos pour avoir le chiffre bien précis. Ouais, j'aurais pu le faire de tête celui-ci. Ça fait 2500 euros par mois. Donc on peut vivre avec ça en Italie, à Rome, je pense. Donc que penses-tu de cette stratégie? Est-ce risqué de tout mettre sur les dividendes ou est-ce un bon choix pour une personne âgée qui souhaite seulement vivre des rentes? Donc déjà, il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir préciser, c'est quel âge a sa maman, parce que si elle a entre soit 50 ans, soit 60, soit 70 ans, ça change pas forcément, enfin ça change potentiellement la donne concernant ma réponse. Également, ce qui est important de souligner, c'est qu'on me demande souvent: Raphaël, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois investir dans l'immobilier ou est-ce que je dois investir en bourse? Est-ce que je dois investir en bourse ou est-ce que je dois investir dans les crypto-monnaies? Il y a souvent cette dualité entre est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça? Moi, ma réponse souvent, c'est pourquoi, plutôt que de choisir cette dualité du ou, pourquoi ne pas faire le et? Donc, encore une fois, on a cet appartement de 600 000 euros situé à Rome. Donc, voilà, Rome, c'est comme Paris. Si on a un appartement de luxe, d'autant plus dans cette ville, il y a de fortes chances qu'il conserve sa valeur et même continue d'en prendre. Donc, ça serait selon moi dommage d'avoir acquis cet appartement qui est potentiellement, je pense, de ce que je comprends, payé et de s'en débarrasser aujourd'hui parce que voilà, la seule raison aujourd'hui pour moi de se débarrasser de cet appartement, ça serait de se dire j'ai une opportunité à côté qui est plus rentable que celle que j'ai aujourd'hui d'exploiter ce bien en location courte durée ou en location long terme, puisque visiblement sa maman semble être fatiguée de gérer cet appartement, peut-être même qu'en ce moment la location courte durée à Rome n'est pas ce qu'elle était, et il faudrait voir en fait ce que ça pourrait rapporter de louer en long terme, parce que si c'est un appartement de luxe à Rome, je pense qu'il y a largement moyen d'en tirer 1000, 1500 euros par mois, voire potentiellement même 2000 euros. Ça dépend encore une fois du type d'appartement que c'est. Donc potentiellement autant qu'une rentabilité de 5% sur ce patrimoine de 600 000 euros, sur ce capital de 600 000 euros investi en bourse. Donc c'est pour ça que c'est important de voir c'est quoi vraiment cette opportunité que tu as à côté de celle d'investir dans les dividendes, parce que potentiellement ça va être kiff-kiff et ça va pas avoir le coût de s'embêter à aller revendre cet appartement avec potentiellement tout ce que ça implique en Italie. C'est peut-être un petit peu plus simple qu'en France, mais bref, ça va prendre du temps, il va falloir faire des papiers, il va falloir trouver un acheteur, pardon, etc., etc. Donc, voilà, il faut également souligner quelque chose qui est important. Et là, je prêche pas forcément pour ma paroisse, mais c'est important de te dire la vérité, c'est que c'est important également d'avoir un patrimoine physique. C'est-à-dire que l'immobilier, selon moi, c'est quelque chose d'être extrêmement important à avoir dans un patrimoine. Ça a été essayé, ça restera toujours un très très bon placement l'immobilier. Moi également, j'ai de l'immobilier et je continuerai d'en acheter. Donc, c'est pour ça que il faut jamais oublier qu'un patrimoine physique, c'est quelque chose d'important. D'avoir la clé d'un appartement quelque part, d'avoir un morceau de terrain, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, la bourse, les crypto-monnaies et tout ce que tu veux, beaucoup d'actifs sont aujourd'hui reliés à Internet. Et sans être catastrophique ou sans être, on va dire, plutôt pessimiste ou voir la fin du monde, si demain il n'y a plus Internet, alors voilà, ça chamboulerait énormément de choses. Eh bien, ton appartement, il est là. C'est un vrai patrimoine que tu peux continuer de gérer, de louer, d'occuper et faire ce que tu veux finalement avec. Alors que tes actions en bourse, si ton courtier en ligne, il te dit il te dit rien parce qu'il n'y a plus Internet, et c'est un peu plus compliqué pour toucher des revenus, pour toucher tes dividendes, etc., etc. Bref, on parle vraiment d'un scénario assez sombre, mais l'idée, c'est que le patrimoine physique est toujours très, très important
selon moi, à avoir dans un patrimoine. Donc ça, c'est quelque chose également. Il faut aussi voir combien gagne cette maman. C'est-à-dire que est-ce qu'elle a vraiment besoin de ses revenus supplémentaires? Quel va être le montant de sa retraite? Est-ce qu'elle a d'autres actifs? C'est vrai qu'il manque des informations en fait pour faire une décision éclairée. Je vais simplement me contenter d'apporter des pistes de réflexion finalement aussi bien pour vous que pour Abdel s'il regarde cette vidéo. Mais voilà, concernant la question de est-ce que c'est risqué, je te dirais bien évidemment à la fin si moi je ferais ce que me propose Abdel ou pas si j'étais à la place de sa maman. Est-ce que c'est risqué de tout mettre sur les dividendes? Bah oui et non, en fait, ça dépend ce qu'on appelle risqué. Et pour cela, je vais montrer un petit peu une étude que j'ai citée dans mon livre, donc La magie des dividendes, que tu peux retrouver dans la barre de description. C'est un tout nouveau livre que je viens de sortir sur les actions à dividendes qui t'explique toute ma stratégie d'investissement en bourse, sur comment j'analyse des entreprises cotées en bourse, comment je les sélectionne, toute ma stratégie d'investissement. Et on va revenir où j'étais, page 132 si je dis pas de bêtises. C'est un très gros livre qui fait 704 pages, il y a énormément de contenu à l'intérieur. Et page 132, tac, 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 je cite une étude qui devrait rassurer beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que beaucoup de gens sont inquiets sur l'idée de perdre de l'argent en bourse, ils pensent que c'est risqué, et la réalité est souvent tout autre. Alors, encore faut-il que je retrouve, voilà, c'est ici. Pour compléter mes propos, je vais vous lire mot pour mot ce qui est écrit. Et peut-être pour vous rassurer, le S&P 500 n'a jamais subi de perte sur une période de 20 ans depuis 1928, peu importe l'année où vous aviez commencé à vous positionner entre 1928 et 1998. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre ces deux périodes de temps, il y a eu beaucoup de crises, il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et selon moi, 20 ans, c'est clairement pas une trop courte période pour investir. Quand on investit en bourse, selon moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, il faut investir sur le moyen long terme. Donc 20 ans, c'est presque le minimum, selon moi, quand on commence à investir en bourse. Et pourtant, comme je vous le dis, voilà, il y a eu une perte de crise et d'événements géopolitiques durant toutes ces années. Cela signifie que si vous investissez avec un horizon de minimum 20 années, ce que je vous recommande, la probabilité pour vous de perdre de l'argent est extrêmement faible. D'autres études ramènent même ce chiffre à 10 années en regardant de 1885 à 2015. L'idée est de démontrer que voilà, sur le long terme, plus vous êtes long terme et plus vos probabilités de perdre de l'argent sont presque nulles, on va dire presque, parce que en bourse, en investissement, on ne peut jamais rien garantir, hein, c'est même illégal, mais les études démontrent qu'en tout cas sur minimum 20 ans, vous avez une probabilité de zéro de perdre de l'argent tout en bénéficiant pour l'indice américain, le marché américain, le S&P 500 d'une performance de 10% par an en moyenne depuis des décennies, ce sont les chiffres lissés sur des décennies, et de 6% par an sur le CAC 40, donc le marché français. Bon voilà, le marché français est moins performant que le marché américain, c'est pas une grande nouvelle, hein, c'est quelque chose qui est là depuis toujours, parce que c'est un plus petit marché, il y a moins d'entreprises de dimension internationale sur le marché français, et le marché américain, historiquement, a toujours mieux performé tous les indices du monde entier. Donc, est-ce que c'est risqué? Pour répondre à la question de Abdel, finalement, on voit que non, si on a un horizon long terme d'au moins 20 ans. Après, est-ce que voilà, c'est une raison pour tout mettre sur les dividendes? Pas forcément, selon moi. À la place de Abdel, moi, ce que je ferais tout simplement, c'est que je serais je conserverais cet appartement à Rome, que j'exploiterais en longue durée si vraiment j'en ai marre de faire de la location courte durée. Et à côté, je continuerai ou je commencerai à créer un portefeuille de dividendes. Donc forcément, au début, on ne va pas toucher 30 à 42 000 euros de dividendes à l'année. Mais doucement, mais sûrement, encore une fois, il n'y a jamais de gros capital sans un petit capital au début. Ça se construit un portefeuille, ça se construit un patrimoine. Et bien, c'est ce que je ferai. Moi, je commencerai à construire un portefeuille pour toucher également des dividendes et compléter ma stratégie pour devenir un vrai rentier. De plus, voilà, Abdel nous disait cette stratégie est la plus passive et la moins risquée de toutes. Je suis assez d'accord. Quand on est investisseur et qu'on a un horizon long terme, c'est beaucoup moins risqué quand on est trader et qu'on se met à faire des hypothèses sur les marchés sur le court terme. Là, on a plus de risques de perdre de l'argent. Encore une fois, je ne vais pas te retrouver dans le livre les études sur ceci, mais voilà, peut-être que si tu tapes AMF, les stratégies, les études de l'AMF sont assez criantes là-dessus. Je pense que c'était juste là. C'est difficile dans 704 pages de retrouver rapidement les informations, mais il y a beaucoup d'études également que j'ai citées de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, donc, entre guillemets, le gendarme de la bourse en France, qui démontre que les stratégies d'enrichissement rapide, voilà, ici, et populaire,
sont généralement trompeuses. Voilà, avec ici beaucoup de gens qui perdent de l'argent. C'est une étude ici qui a été faite sur 4 ans et près de 15 000 clients qui révèle que le taux de clients perdants était de plus de 89%. Et ça, ce sont sur les stratégies telles que le Forex ou le CFD, les stratégies de trading qui sont assez populaires sur Internet. Et sur Internet, on a l'impression que tout le monde gagne de l'argent. Mais finalement, la réalité, quand on regarde les études, c'est que c'est tout l'inverse. Donc, il faut faire très attention également avec les discours et la réalité du terrain. De plus, il est donc inconcevable que les marchés financiers disparaîtront ces prochaines décennies. Je suis assez d'accord avec toi. Il faut se rappeler que les marchés financiers ne sont qu'une plateforme finalement robuste d'échange de titres de propriété d'actions, de titres de propriété, donc des actions d'entreprise, c'est-à-dire que je te donne un morceau d'entreprise McDonald's et je récupère de l'argent, ou inversement, je vends des morceaux d'entreprise de Coca-Cola et tu me donnes de l'argent, etc., etc. Donc, il y a de peu de chances en effet que ça disparaisse. D'ailleurs, dans ce livre également, La magie des dividendes, je fais un chapitre sur l'histoire de la bourse et on peut voir que c'est là depuis des centaines d'années où on voit que, par exemple, au XIIIe siècle, c'est là où on a eu la première bourse moderne à Bruges, en Belgique, c'est bien ça, où on voit également comment, aux Pays-Bas, on a eu au XVIIe siècle la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, où le but c'était qu'on finance des bateaux qui prenaient la direction de l'Asie pour aller ramener des marchandises, sauf qu'à l'époque, il y avait des pirates sur la mer et donc avec ce qu'ils arrivaient à ramener de ces expéditions en bateau, les gens touchaient des dividendes, ceux qui avaient financé l'expédition, et ils recevaient des épices ou des choses comme ça. Et c'est de là qu'est venue en fait l'expression également payer en espèces, parce qu'on ramenait des épices à l'époque de ces excursions et les investisseurs étaient payés en épices. Donc voilà, tout ça pour dire que en tout cas, la bourse ne va pas disparaître du jour au lendemain, ça c'est une certitude, sauf si l'économie disparaît. Mais bon, si l'économie disparaît, c'est difficile d'imaginer le monde sans économie. Donc voilà, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, que tes conseils ne valent pas l'engagement, que je suis le seul responsable de ce qui découle, très important en effet. Et voilà. Pour terminer quand même cette vidéo, voyons voir ce qui se passerait si finalement la maman de Abdel elle décide de revendre cet appartement d'une valeur de 600 000 euros et qu'elle décide de l'investir tout de suite en bourse. Donc 600 000 euros en dollars, je convertis toujours en dollars parce que j'investis aux États-Unis uniquement de mon côté, parce qu'on l'a vu, c'est là où c'est le plus performant. Ça fait 727 000 $. OK. Si on investit donc 727 000 $, on va faire la démonstration mathématique. 727 000 $, c'est le placement initial. On n'investit rien du tout tous les mois. On se contente d'investir seulement ces 727 000 $. Le taux d'intérêt, c'est 10%. On l'a vu dans le livre à l'instant que historiquement, la performance moyenne est de 10% aux États-Unis. Les intérêts, c'est pas une fois par mois, par contre, c'est une fois par année. Et supposons que la maman d'Abdel ait une longue vie et son espérance de vie, c'est 80 ans. Et on va dire qu'elle a 60 ans pour être pessimiste. Elle nous dit qu'elle va être à la retraite, donc on va estimer que c'est 60 ans, 65 ans, allez, on va dire 60 ans. Donc elle a à peu près encore 20 à 25 années de vie devant elle si tout se passe bien. Voyons voir ce que ça fait. Voilà, elle va générer 4 163 000 euros d'intérêt, et en tout, son placement à la fin de sa vie, il représentera 4 890 000 $. Donc c'est simplement énorme, et ce qui explique ces gros chiffres, tout simplement que la maman d'Abdel, elle commence directement avec un gros capital. Donc elle touche tout de suite beaucoup de dividendes, et si elle est réinvestie, c'est la nuance très importante à prendre en compte, c'est que si elle est réinvestie, elle arrivera à ce capital-là. Si bien évidemment chaque année, elle se sert de ces dividendes pour vivre, et c'était vraisemblablement le but de la maman d'Abdel, elle n'arrivera pas à ce montant-là parce qu'elle va chaque année bouffer les dividendes pour vivre. Donc, elle n'aura pas de quoi réinvestir. Là, vraiment, c'est la démonstration des intérêts composés. Mais en tout cas, on voit que si on a ce placement initial qu'on investit et qu'on réinvestit les dividendes, on peut vraiment arriver à des sommes très, très sympathiques. Donc, au début, ça peut vraiment paraître long. Généralement, au début, la courbe des intérêts et la courbe du capital, elles se mélangent, elles sont confondues parce qu'on n'a pas grand-chose. Ça reste un trait assez plat comme ça. Et plus on a du capital qui est investi, et plus ça prend une dimension comme ça qui est exponentielle jusqu'à aller to the moon, comme on dit. Donc, voilà ce que j'allais vous dire, les amis. Également, vu que je vous montre la démonstration des intérêts composés, il faut également retenir que c'est logique qu'on arrive à presque 5 millions de $, parce que en bourse, on investit dans des entreprises qui sont beaucoup plus productrices de valeur qu'un bien immobilier. C'est-à-dire qu'une entreprise, ça génère de la richesse, ça crée des produits, ça vend des services, ça a des clients, ça se développe. Alors qu'un bien immobilier, c'est pas autant producteur de richesse, dans le sens où, un bien immobilier, c'est sur un lopin de terre, c'est une bâtisse, ça sert bien évidemment à loger des gens, mais c'est beaucoup plus logique que le bien immobilier de la maman de Abdel qui vaut aujourd'hui 600 000 euros, dans 20 ans, il ne vaudra pas 5 millions, simplement parce qu'un bien immobilier est beaucoup moins producteur de valeur qu'une entreprise. Et également, ce qui est important de retenir, c'est la volatilité. C'est qu'en bourse, potentiellement, la maman d'Abdel aura un petit peu plus de secousses. C'est-à-dire que, surtout en ce moment où il y a du Covid ou des choses comme ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant les 20 prochaines années, il y aura potentiellement un peu plus de volatilité qu'un bien immobilier où le prix du mètre carré à Rome risque d'être
on va dire, relativement stable sur une pente, je pense, croissante, haussière, mais relativement stable, donc sans grande, on va dire, montagne russe pour la maman d'Abdel qui a peut-être pas envie de vivre ce genre de choses à son âge. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur la stratégie des actions dividendes et sur la situation de Abdel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur l'investissement en bourse et dans les actions à dividendes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ci-dessous le livre La magie des dividendes dans lequel je vous explique donc toute ma stratégie d'investissement, format numérique, format papier, on envoie ça chez vous. Et également, je vous mettrai le lien du club dividende dont fait partie Abdel et dans lequel je vous envoie chaque mois tout simplement des positions en bourse que moi j'achète personnellement pour moi et je vous les partage. Et ensuite, libre à vous ou non de les acheter si vous pensez qu'elles sont intéressantes ou non, ces entreprises. Voilà les amis. Petit pouce bleu, petit commentaire s'il y a moins de questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.